L'île du docteur Moreau par H. G. Wells. Chapitre 13. Seul avec les monstres. Alors, des buissons, sortirent 3 monstres bipèdes, les épaules voûtées, la tête en avant, les mains informes, gauchement balancées, les yeux, questionneurs et hostiles, s'avançant vers moi avec des gestes hésitants. Je leur fis face, affrontant en eux mon destin. Seul maintenant, n'ayant plus qu'un bras valide, et dans ma poche, un revolver chargé encore de 4 balles. Parmi les fragments et les éclats de bois épars sur le rivage, se trouvaient les 2 haches qui avaient servi à démolir les barques. Derrière moi, la marée montait. Il ne restait plus rien à faire, sinon à prendre au courage. Je regardais délibérément en pleine figure les monstres qui s'approchaient. Ils évitèrent mon regard, et leurs narines frémissantes flairaient les cadavres qui gisaient auprès de moi. Je fis quelques pas, ramassai le fouet taché de sang qui était resté sous le cadavre de l'homme-loup, et le fis claquer. Ils s'arrêtèrent et me regardèrent avec étonnement. « Saluez, commandai-je, rendez le salut. » Ils hésitèrent. L'un d'eux ploya le genou. Je répétai mon commandement, la gorge affreusement serrée, et en faisant un pas vers eux. L'un s'agenouilla, puis les 2 autres. Je me retournai à demi, pour revenir vers les cadavres, sans quitter du regard les 3 bipèdes agenouillés, à la façon dont un acteur remonte au fond de la scène en faisant face au public. Ils ont enfreint la loi, expliquai-je en posant mon pied sur le monstre au poil gris. Ils ont été tués. Même celui qui enseignait la loi, même l'autre avec le fouet. Puissante est la loi, venez et voyez. Nul n'échappe, dit l'un d'entre eux en avançant pour voir. Nul n'échappe, répétai-je. Aussi écoutez et faites ce que je vous commande. Ils se relevèrent, s'interrogeant les uns les autres du regard. Restez là, ordonnai-je. Je ramassai les 2 hachettes et les suspendus à l'écharpe qui soutenait mon bras. Puis je retournai Montgomery, lui pris son revolver encore chargé de 2 coups et trouvai dans une poche en le fouillant une demi-douzaine de cartouches. M'étant relevé, j'indiquai le cadavre du bout de mon fouet. Avancez, prenez-le et jetez-le dans la mer. Encore effrayés, ils approchèrent de Montgomery, ayant surtout peur du fouet dont je faisais claquer la lanière toute tachée de sang. Puis, après quelques gauches hésitations, quelques menaces et des coups de fouet, ils le soulevèrent avec précaution, descendirent la grève et entrèrent en barbotant dans les vagues éblouissantes. « Allez, allez !» criai-je, « plus loin encore !» Ils s'éloignèrent jusqu'à ce qu'ils eussent de l'eau aux aisselles. Ils s'arrêtèrent alors et me regardèrent. « Lâchez tout !» commandai-je. Le cadavre de Montgomery disparut dans un remous, et je sentis quelque chose me poigner le cœur. « Bon !» fis-je, avec une sorte de sanglot dans la voix. Et craintifs, les monstres revinrent précipitamment jusqu'au rivage, laissant après eux, dans l'argent des flots, de longs sillages sombres. Arrivés au bord des vagues, ils se retournèrent, inquiets vers la mer, comme s'ils se fussent attendus à voir Montgomery ressurgir pour exercer quelque vengeance. « À ceci maintenant, fis-je, en indiquant les autres cadavres. » Ils prirent soin de ne pas approcher de l'endroit où ils avaient jeté Montgomery et portèrent les 4 bêtes mortes, avant de les immerger, à 100 mètres de là, en avançant en biais. Comme je les observais, pendant qu'ils emportaient les restes mutilés de Hemling, j'entendis, derrière moi, un bruit de pas légers, et, me retournant vivement, j'aperçus, à une douzaine de mètres, la grande hyène porc. Le monstre avait la tête baissée, ses yeux brillants étaient fixés sur moi, et il tenait ses tronçons de main serrés contre lui. Quand je me retournai, il s'arrêta dans cette attitude courbée, les yeux regardant de côté. Un instant, nous restâmes face à face. Je laissai tomber le fouet et je sortis le revolver de ma poche, car je me proposais, au premier prétexte, de tuer cette brute, la plus redoutable de celles qui restaient maintenant dans l'île. Cela paraître déloyal, mais telle était ma résolution. Je redoutais ce monstre plus que n'importe quelle autre des bêtes humanisées. Son existence était, je le savais, une menace pour la mienne. Pendant une dizaine de secondes, je rassemblai mes esprits. « Saluez, à genoux !» ordonnai-je. Elle eut un grognement qui découvrit ses dents. « Qui êtes-vous pour… » Un peu trop nerveusement peut-être, je levai mon revolver, visai et fis feu. Je l'entendis glapir, et la vis courant de côté pour s'enfuir. Je compris que je l'avais manqué, et avec mon pouce, je relevai le chien pour tirer de nouveau. Mais la bête s'enfuyait à toute vitesse, sautant de côté et d'autre, et je n'osais pas risquer de la manquer une fois de plus. De temps en temps, elle regardait de mon côté par-dessus son épaule. Elle suivait de biais le rivage, et disparut dans les masses de fumée rampante qui s'échappaient encore de l'enclos incendié. Je restai un instant, les yeux fixés sur l'endroit où le monstre avait disparu. Puis je me retournai vers mes 3 bipèdes obéissants, et leur fis signe de laisser choir dans les flots le cadavre qu'ils soutenaient encore.
Je revins alors auprès du tas de cendres, à l'endroit où les corps étaient tombés, et du pied, je remuai le sable, jusqu'à ce que les traces de sang eussent disparu. Je renvoyai mes 3 serres d'un geste de la main, et montant la grève, j'entrai dans les fourrés. Je tenais mon revolver, et mon fouet était suspendu, avec les hachettes, à l'écharpe de mon bras. J'avais envie d'être seule pour réfléchir à la position dans laquelle je me trouvais. Une chose terrible, dont je commençais seulement à me rendre compte, était que, dans toute cette île, il n'y avait aucun endroit sûr où je puisse me trouver isolée, en sécurité, pour me reposer ou dormir. J'avais l'impression qu'il me fallait traverser l'île et m'établir au milieu des bipèdes humanisés pour trouver, en me confiant à eux, quelque sécurité. Le cœur me manqua. Je revins vers le rivage, et tournant vers l'est, du côté de l'enclos incendié, je me dirigeai vers un point où une longue base de sable et de corail s'avançait vers les récifs. Là, je pourrais m'asseoir et réfléchir, tournant le dos à la mer et faisant face à toute surprise. Et j'allais m'y asseoir, le menton dans les genoux, le soleil tombant d'aplomb sur ma tête, une crainte croissante m'envahissant l'esprit et cherchant le moyen de vivre jusqu'au moment de ma délivrance. Si jamais délivrance devait venir. J'essayais de considérer toute la situation aussi calmement que je pouvais, mais il me fut impossible de me débarrasser de mon émotion. Je me mis à retourner dans mon esprit les raisons du désespoir de Montgomery. « Ils changeront », avait-il dit. « Ils sont sûrs de changer. » Et Moreau, qu'avait dit Moreau ? Leur opiniâtre bestialité reparait jour après jour. Puis ma pensée revint à Lienport. J'avais la certitude que si je ne tuais pas cette brute, ce serait elle qui me tuerait. Celui qui enseignait la loi était mort, malchance. Il savait maintenant que les porteurs de fouet pouvaient être tués aussi bien qu'eux. M'épiait-il déjà, de là-bas, d'entre les masses vertes de fougères et de palmiers ? Peut-être me guettait-il jusqu'à ce que je vinsse à passer à leur portée ? Que complotait-il contre moi ? Que leur disait Lienport ? Mon imagination m'échappait pour vagabonder dans un marécage de craintes irréelles. Je fus distrait de mes pensées par des cris d'oiseaux de mer, qui se précipitaient vers un objet noir que les vagues avaient échoué sur le sable près de l'enclos. Je savais trop ce qu'était cet objet, mais je n'eus pas le cœur d'aller les chasser. Je me mis à marcher au long du rivage dans la direction opposée, avec l'intention de contourner l'extrémité est de l'île et de me rapprocher ainsi du ravin des huttes, sans m'exposer aux embûches possibles des fourrés. Après avoir fait environ un demi-mille sur la grève, j'aperçus l'un de mes 3 bipèdes obéissants qui sortait de sous bois et s'avançait vers moi. Les fantaisies de mon imagination m'avaient rendu tellement nerveux que je tirai immédiatement mon revolver. Même le geste suppliant de la bête ne parvint pas à me désarmer. Il continua d'avancer en hésitant. « Allez-vous-en » criai-je. Il y avait dans l'attitude craintive de cet être beaucoup de la soumission canine. Il recula quelque peu, comme un chien que l'on chasse, s'arrêta et tourna vers moi ses yeux bruns et implorants. « Allez-vous-en » répétai-je, « ne m'approchez pas. »« Je ne peux pas venir près de vous » demanda-t-il. « Non, allez-vous-en » insistai-je, en faisant claquer mon fouet. Puis en prenant le manche entre mes dents, je me baissai pour ramasser une pierre, et cette menace fit fuir la bête. Ainsi, seul, je contournai le ravin des animaux humanisés, et, caché parmi les herbes et les roseaux qui séparaient la crevasse de la mer, j'épiai ceux d'entre eux qui parurent, essayant de juger d'après leurs gestes et leur attitude de quelle façon les avait affectés la mort de Moreau et de Montgomery et la destruction de la maison de douleur. Je compris maintenant la folie de ma couardise. Si j'avais conservé mon courage, au même niveau qu'à l'aurore, si je ne l'avais pas laissé décliner et s'annihiler dans mes réflexions solitaires, j'aurais pu saisir le spectre de Moreau et gouverner les monstres. Maintenant, j'en avais perdu l'occasion, et j'étais tombé au rang de simple chef parmi les semblables. Vers midi, certains bipèdes vinrent s'étendre sur le sable chaud. La voix impérieuse de la soif eut raison de mes craintes. Je sortis du fourré, et le revolver à la main, je descendis vers eux. L'un de ces monstres, une femme loup, tourna la tête et me regarda avec étonnement. Puis, ce fut le tour des autres, sans qu'aucun fît mine de se lever et de me saluer. Je me sentais trop faible et trop lasse pour insister devant leur nombre, et je laissai passer le moment. « Je veux manger » prononçai-je, presque sur un ton d'excuse, et en continuant d'approcher. « Il y a à manger dans les huttes » répondit un bœuf Véra, à demi endormi, en détournant la tête. Je les côtoyai et m'enfonçai dans l'ombre et les odeurs du ravin presque désert. Dans une hutte vide, je me régalai de fruits, et après avoir disposé quelques branchages à demi séchés pour en boucher l'ouverture, je m'étendis, la figure tournée vers l'entrée, la main sur mon revolver. La fatigue des 30 dernières heures réclama son dû,
et je me laissai aller à un léger assoupissement, certain que ma légère barricade pouvait faire un bruit suffisant pour me réveiller en cas de surprise. Aussi, je devenais un être quelconque parmi les animaux humanisés dans cette île du docteur Moreau. Quand je m'éveillai, tout était encore sombre autour de moi. Mon bras, dans ses bandages, me faisait mal. Je me dressai sur mon séant, me demandant tout d'abord où je pouvais bien être. J'entendis des voix rauques qui parlaient au dehors, et je m'aperçus alors que ma barricade n'existait plus, et que l'ouverture de la hutte était libre. Mon revolver était encore à portée de main. Je perçus le bruit d'une respiration, et distinguai quelque être blotti tout contre moi. Je retins mon souffle, essayant de voir ce que c'était. Cela se mit à remuer lentement, interminablement, puis une chose douce, tiède et moite passa sur ma main. Tous mes muscles se contractèrent, et je retirai vivement mon bras. Un cri d'alarme s'arrêta dans ma gorge, et je me rendis suffisamment compte de ce qui était arrivé pour mettre la main sur mon revolver. « Qui est là ?» demandai-je en un rauque murmure, et l'arme pointée. « Moi, maître. »« Qui êtes-vous » ?»« Ils me disent qu'il n'y a pas de maître maintenant, mais moi je sais. J'ai porté les corps dans les flots, ô toi qui marches dans la mer, les corps de ceux que tu as tués. Je suis ton esclave, maître. »« Tu celui que j'ai rencontré sur le rivage ?» questionnai-je. « Le même, maître. » Je pouvais évidemment me fier à la bête, car elle aurait pu m'attaquer tandis que je dormais. « C'est bien, dis-je, en lui laissant lécher ma main. » Je commençais à mieux comprendre ce que sa présence signifiait, et tout mon courage revint. « Où sont les autres ?» demandai-je. « Ils sont fous, ils sont insensés, » affirma l'homme-chien. « Maintenant ils causent ensemble là-bas. Ils disent « Le maître est mort, l'autre avec le fouet est mort, l'autre qui marchait dans la mer est comme nous sommes. Nous n'avons plus ni maître, ni fouet, ni maison de douleur, c'est la fin. Nous aimons la loi, et nous l'observons. Mais il n'y aura plus jamais, ni maître ni fouet, jamais. Voilà ce qu'ils disent. Mais moi, maître, je sais. » J'étendis la main dans l'obscurité et caressai la tête de l'homme-chien. « C'est bien, » acquiesçai-je encore. « Bientôt tu les tueras tous ?» dit l'homme-chien. « Bientôt, répondis-je. Je les tuerai tous, après qu'un certain temps et que certaines choses seront arrivées. Tous, sauf ceux que tu épargneras, tous jusqu'au dernier seront tués. » « Ceux que le maître veut tuer, le maître les tue, » déclara l'homme-chien avec une certaine satisfaction dans la voix. « Et afin que le nombre de leurs fautes augmente, ordonnai-je, qu'ils vivent dans leur folie jusqu'à ce que le temps soit venu, qu'ils ne sachent pas que je suis le maître. »« La volonté du maître est bonne, » répondit l'homme-chien, avec le rapide tact de son hérédité canine. « Mais il y en a un qui a commis une grave offense. Celui-là, je le tuerai, où que je le rencontre. Quand je te dirai « c'est lui », tu sauteras dessus sans hésiter. Et maintenant, je vais aller vers ceux qui sont assemblés. » Un instant, l'ouverture de la hutte fut obstruée par l'homme-chien qui sortait. Ensuite, je le suivis, et me trouvai debout, presque à l'endroit exact où j'étais lorsque j'avais entendu Moreau et son chien me poursuivre. Mais il faisait nuit maintenant, et ce ravin au miasme infect était obscur autour de moi, et plus loin, au lieu d'une verte pente ensoleillée, je vis les flammes rougeâtres d'un feu devant lesquelles s'agitaient de grotesques personnages aux épaules arrondies. Plus loin encore, s'élevaient les troncs serrés des arbres formant une bande ténébreuse frangée par les sombres dentelles des branches supérieures. La lune apparaissait au bord du talus du ravin, et, comme une barre au travers de sa face, montait la colonne de vapeur qui, sans cesse, jaillissait des fumerolles de l'île. « Marche près de moi, » commandai-je, rassemblant tout mon courage, et côte à côte nous descendîmes les 3 passages, sans faire attention aux vagues ombres qui nous épiaient par les ouvertures de huttes. Aucune de ceux qui étaient autour du feu ne fit mine de me saluer. La plupart, ostensiblement, affectèrent l'indifférence. Mon regard chercha Liane-Port, mais elle n'était pas là. Ils étaient bien en tout une vingtaine accroupis contemplant le feu ou causant entre eux. « Le maître, il est mort, le maître est mort !» dit la voix de l'homme-singe sur sa droite. « La maison de souffrance, il n'y a pas de maison de souffrance. »« Il n'est pas mort, assurai-je d'une voix forte. Maintenant même, il vous voit. » Cela les surprit. 20 paires d'yeux me regardèrent. « La maison de souffrance n'existe plus, » continuai-je, « mais elle reviendra. Vous ne pouvez pas voir le maître, et cependant, en ce moment même, il écoute au-dessus de vous. »« C'est vrai, confirma l'homme-chien. Mon assurance les frappa de stupeur. Un animal peut être féroce et rusé, mais seul un homme peut mentir. L'homme aux bras liés dit une chose étrange, proféra l'un des animaux. « Je vous dis qu'il en est ainsi, » affirmai-je. « Le maître de la maison de douleur réapparaîtra bientôt. Malheur à celui qui transgresse la loi. » Ils se regardèrent les uns les autres curieusement.
avec une indifférence affectée. Je me mis à enfoncer négligemment ma hachette dans le sol devant moi, et je remarquai qu'ils examinaient les profondes entailles que je faisais dans le gazon. Puis le satyre émit un doute, auquel je répondis. Après quoi, l'un des êtres tachetés fit une objection, et une discussion animée s'éleva autour du feu. De moment en moment, je me sentais plus assuré de ma sécurité présente. Je causais maintenant sans ces saccades dans la voix, dues à l'intensité de ma surexcitation, et qui m'avait tout d'abord troublé. En 1 heure de ce bavardage, j'eus réellement convaincu plusieurs de ces monstres de la vérité de mes assertions, et jeté les autres dans un état de doute troublant. J'avais l'œil aux aguets pour mon ennemi, Lienport, mais elle ne se montra pas. De temps en temps, un mouvement suspect me faisait tressaillir, mais je reprenais rapidement confiance. Enfin, quand la lune commença à descendre du zénith, un à un, les discuteurs se mirent à bâiller, montrant la lueur du feu qui s'éteignait de bizarres rangées de dents, et ils se retirèrent vers les tanières du ravin. Et moi, redoutant le silence et les ténèbres, je les suivis, me sachant plus en sécurité avec plusieurs d'entre eux qu'avec un seul.